Laurent Roland, Toninkes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour amis téléspectateurs Internet, bonjour. Laurent Roland, Toninkes, dans l'actualité de ce matin, la presse revient abondamment sur un sujet dont on a parlé hier en plateau. Il s'agit de l'intervention des anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo dans cette crise qui oppose justement le Bénin et le Niger. Oui, les deux anciens chefs d'État sont donc en territoire nigérien depuis hier, Laurent. Oui, on a pu suivre un peu sur les réseaux sociaux le départ des deux anciens chefs de l'État du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boniaï, qui se sont rendus à l'aéroport autour de 17 h, qui ont été déjà accueillis du côté du Niamey par le ministre de l'Intérieur. Et donc, ils ont échangé. Je crois qu'aujourd'hui, selon certaines informations, ils seront reçus par, comment vous appelez, le président Tiani, pour discuter de la crise qui intervient, qu'il y a entre le Bénin et le Niger. Vivement que les deux chefs d'État, les deux anciens chefs d'État arrivent à faire fléchir Tiani pour le bonheur de l'intégration sous-régionale entre le Bénin et le Togo, pour le bonheur des opérateurs économiques des deux pays, pour le bonheur des citoyens qui se trouvent du côté des deux frontières et qui font des activités au quotidien. C'est très important. Donc, nous espérons, en tout cas, tous les regards sont tournés vers Nicéphore Soglo et Boniaï du côté du Niamey, même si certains ont tout fait de dire que ça n'apportera pas grand-chose, parce que c'est parce que c'est les gens qui combattaient pour tout le temps. Il y a eu, par exemple, Patrice Talon au plan local, et que comment est-ce que les gens qui combattent Patrice Talon au plan local peuvent aller défendre le Bénin là-bas. En fait, ce que nous oublions parfois, c'est que l'intérêt du Bénin dépasse l'intérêt des individus. C'est ça. Et donc, si au fond, Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo se retrouvent au Niger, je pense qu'ils doivent pouvoir mettre au-dessus de la mêlée l'intérêt général du pays, l'intérêt des Béninoises et des Béninois. Ce n'est pas Patrice Talon. C'est ce à quoi répond d'ailleurs, je pense, cette initiative prise par les deux anciens chefs d'État. Justement parce que... Il ne s'agit pas d'aller défendre le président Patrice Talon. Non, il s'agit d'aller défendre le Bénin, d'aller travailler, discuter pour que les opérateurs économiques des deux côtés retrouvent le sourire. C'est de ça qu'il est question. Au fond, si Boniaï et Nicéphore Soglo se retrouvent au Niger aujourd'hui, ils doivent enfoncer Patrice Talon. Ce n'est pas Patrice Talon qui souffre. Patrice Talon est à l'abri du besoin. On ne se le cache pas. Il est à l'abri du besoin. Son épouse, ses enfants sont à l'abri du besoin. Malheureusement, ses petits-enfants, et si on doit être courageux le dit, ses arrière-petits-enfants sont à l'abri du besoin. Et en quoi est-ce malheureux? Non, ce que je dis, non, je ne dis pas que c'est malheureux, en fait, pour dire quoi. Donc, en réalité, en toute chose, dans tout débat, nous ne devons pas regarder Patrice Talon. Nous regarderons les intérêts du Bénin. Donc, j'estime que ces deux anciens chefs d'État ne feront pas cette erreur. Et d'ailleurs, même, je crois que l'un dans l'autre, ils y sont pour l'intérêt général. En tout cas, attendons de voir... Pour l'intérêt supérieur de la nation béninoise, en tout cas. Attendons de voir les résolutions de cette rencontre. Après Tiani, après avoir rencontré Tiani aujourd'hui, peut-être qu'on va voir ce que ça va donner vivement. Et puis, j'insiste, j'ai insisté hier pour dire que si, entre-temps, le gouvernement n'a pas sa main dans ce qui se fait par Boniaï et Nicéphore Soglo, c'est plus que jamais le moment maintenant de leur donner un coup de main, de leur donner un appui, ne serait-ce que si c'est logistique, je sais quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter la tâche à ces deux anciens chefs. En son temps, parce que dans leur point, ils seront obligés de dire oui, le gouvernement a fait ci, le gouvernement nous a appuyé à temps. Mais si le gouvernement ne le fait pas, souffrez qu'à la fin, quand ils vont faire le point et que s'il y a dénouement de la situation, qu'ils n'en parlent pas. Et là, ce serait pas du tout bon pour l'image du gouvernement, du pouvoir en place. Voilà. En tout cas, voilà qui répond plus ou moins à cette interrogation à la une du quotidien Le Béninois Libéré. Crise Bénin-Niger, Soglo et Yahi, reçus par deux ministres de la junte. Il y a-t-il une once d'espoir? Donc oui, répondez-vous, évidemment. Oui, je crois qu'il faut espérer. Qui vit d'espoir ne met pas de chagrin, dit-on. Donc... À Boubacar Takou et les siens d'écrire, ou bien le très méprisant Tiani veut-il faire encore des siennes?
Non, attendons de voir. Moi, je pense que, et c'est mon avis, je pense que nous devons éviter de relayer certains titres de certains journaux parce que ça ne construit pas. En réalité, nous avons des ennemis dans la presse qui doivent nous montrer le chemin, mais il y a certains de ces titres que nous voyons tous les jours dans cette crise entre le Bénin et le Niger, ça ne nous honore pas. Le Bénin passera, Patrice Talon et son régime passeront, le Bénin restera, Tiani passera un jour, le Niger restera. Mais quand nous disons des choses comme ça, nous avons de ces titres que nous mettons avec certains qualificatifs à outrance pour qualifier Tiani et les Nigériens, ce n'est pas bon pour l'intégration africaine. Ce n'est pas bon pour les peuples. Quand ça va dégénérer, eux autres ont les moyens pour prendre le billet et rentrer dans le premier vol pour partir, mais c'est les populations du côté de Malanville, de Kandi et autres qui vont subir peut-être la fureur des autres. Et c'est pareil pour les autres du côté du Niger. Ce n'est pas bien. Moi, je pense que nous devons, moi je propose que désormais que ces titres-là, qu'on ne les relève plus. Parce que ça nous... Vous savez comment on les appelle dans le métier? Ça ne construit pas et ça ne garantit pas la paix entre les peuples. Nous devons peut-être vraiment faire l'effort de ne plus relayer ces choses-là. Le Béninois libéré écrit encore ce matin, Laurent Roland Tonniquet, vous faisiez allusion au chef de l'État Patrice Talon, critique acerbe, des dictateurs militaires de l'AES et la réalité. Talon panafricaniste ou suppôt de la France. Non mais écoutez, vous voulez que Patrice Talon dise que le coup d'État c'est bon, alors qu'il a été chef d'État régulièrement élu? C'est ça. S'il applaudit les coups d'État, c'est que il vous dit clairement que vous pouvez faire un coup d'État, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est normal que Patrice Talon critique ouvertement les coups d'État intervenus au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée. Parce qu'il ne souhaite pas ça dans son pays. Et d'ailleurs, personne ne devrait souhaiter ça dans son pays. Quoique, il y a peut-être des facteurs qui engendrent cela, des causes qui font que les gens en arrivent à faire des coups d'État. Mais dans la pratique et dans la réalité, personne ne devrait souhaiter qu'il y ait coup d'État. Fort heureusement que nous avons eu des coups d'État sans effusion de sang. Mais par le passé, on sait très bien que quand il y a coup d'État, il y a effusion de sang. Et c'est parce que les gens, cette fois-ci, font des coups d'État sans effusion de sang que, quelque part, on est plus ou moins rassuré. Mais souffrez que Patrice Talon critique les coups d'État. Moi, je ne trouve pas question du panafricanisme ou bien je sais quoi. Non, c'est pas ça. On peut bien être panafricaniste et ne pas aimer les coups d'État. C'est vrai parce que certains courants du panafricanisme soutiennent les coups d'État que tous ceux qui se réclament être panafricanistes, au fond, devraient applaudir les coups d'État. On doit pouvoir à un moment donné dire non, ce n'est pas bien. Mais j'insiste sur le fait que chaque peuple décide de faire ce qu'il veut de ses gouvernants. On ne va pas applaudir les coups d'État, mais si les gouvernants savent qu'ils veulent être à la voie du coup d'État, c'est à eux de bien gérer et de répondre aux aspirations du peuple, de faire la volonté du peuple parce qu'ils ont été élus par le peuple et le peuple leur a confié un pouvoir. Et donc, dès lors que le peuple vous confie un pouvoir et que vous ne gérez pas bien le pouvoir, le peuple peut prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, on ne souhaite pas ça au Bénin depuis quand on dit les militaires dans les casernes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui peut amener les militaires à sortir des casernes? C'est que c'est notre manière de faire les choses qui peut amener les militaires à sortir des casernes. Donc, nous devons alors travailler à éviter cela très, très sincèrement. Bon, maintenant, panafricanisme aussi, je reviens peut-être sur ce point de la question, pour dire, oui, quand on regarde la pratique, la manière dont Patrice Talon gère le pouvoir, est-ce qu'il est panafricaniste? Quand on voit que parfois, il tient un certain nombre de discours vis-à-vis de la France qui arrangent l'image ou bien comment vous appelez, des colonialistes par le passé qui arrangent leur image, c'est qu'on se pose la question si c'est un panafricaniste ou bien si en réalité il est au service de la France. De toute façon, on a pu voir le chef de l'État décrire fièrement en France qu'il porte fièrement son nom de famille, il a expliqué. On a pu voir le chef de l'État qui a dit que non, attendez, c'est des considérations totalement personnelles. Ah non, attention. C'est totalement personnel ce que dit le chef de l'État. Il s'agit de l'image. Et c'est la réalité en plus. Oui, mais non, c'est plus qu'évident. Vous savez, j'ai envie de dire qu'à la limite c'est un euphémisme. Vous savez, c'est probant. Ahmed Arifa, c'est l'image du chef d'un pays. D'accord? Moi, je porte le nom Tonné Inkes, c'est un nom franchisé, ce n'est pas Tonné Inkes au départ. D'accord? Aujourd'hui, peut-être parfois, oui, quand je vais à des endroits où on me pose la question, j'ai de la peine à répondre que c'est des parents à moi qui ont demandé de franchir ça. Ce qui sort carrément du cadre fond, parce que je suis au fond au bon terme.
100% fonds. Oui. Donc, quand j'appelle mon nom, les gens ont tout tendance à m'assimiler à un afro-descendant ou bien à, comment vous appelez, les Agouda et autres. Là. Les gens me le disent régulièrement. Et pourtant, mon grand-père n'a jamais quitté le Bénin. Il est resté là, il a fait tous ces enfants-là. Mon arrière-grand-parent et grand-père aussi. Donc, pour vous dire qu'en réalité, il y a des discours qui donnent de l'eau moulin à certaines personnes qui sont ces détracteurs. Quand le chef de l'État va dédouaner peut-être pour dire l'esclavage, de toute façon, il y a beaucoup de faits parfois que beaucoup de discours du chef de l'État, tenus par le chef de l'État que les gens du goût des panafricanistes. Voilà, et non seulement ça, si vous analysez, vous comprenez qu'en réalité, peut-être que si quelqu'un était là et que peut-être il avait dit ça, que quelqu'un lui aurait dit attention, ça, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le président de la République. Parce que si vous le dites automatiquement, ce n'est pas bon pour. Ça peut être interprété, autrement. mal interprété. C'est de ça que je parle en réalité, je ne lui fais aucun procès. Il porte le patronyme Talon et c'est le nom de ses arrière-parents. Je n'ai rien contre ça. Mais je ne conçois pas que devant les Français que je le dise comme ça pour dire, bon, en réalité, tel qu'il a dit, les gens l'ont vu beaucoup plus français que béninois en réalité. Oui, bon. sauf que c'est le même qui, après, reste droit dans ses bottes, c'est le même qui vante les mérites. Reste droit dans ses bottes, c'est le même qui vante les mérites du Bénin, qui vante les mérites du continent, quand il est venu qui estime qu'il faut qu'on arrête de tendre la main. Donc, alors, à un moment donné, on peut penser que c'est de l'ambivalence, mais pas tant que ça. Le problème, c'est que quand il est venu au pouvoir, dès le début, vous allez voir qu'en même temps, il a commencé par rompre les liens avec le colon. Justement. Le colonisateur. Vous allez voir. D'ailleurs, même pour le dépôt de Gèvres, automatiquement, il a rompu ça pour dire c'en est assez de commencer par continuer à célébrer les morts de ceux-là qui nous ont combattus. D'accord, mais dans le prolongement, le discours n'a pas été le même dans le prolongement. C'est ce que moi je remarque. C'est-à-dire qu'on a commencé, il avait un bon départ, mais à un moment donné, on a semblé comprendre, bon, on comprend, en tout cas moi, de ma position, j'ai comme l'impression que oui, on veut atteindre un objectif, mais là, maintenant, il va falloir peut-être qu'on change le discours pour pouvoir peut-être avoir le soutien de telle ou telle puissance occidentale. Vous voyez les choses pas de la même manière que moi. C'est bon? J'ai fait des analyses et je continue mon chemin. C'est bon? Vous avez fini? Si vous voulez, je vais aller dans les détails. Sacré Laurent Roland Tonéique. Allez, on parle de notre sujet maintenant avec le quotidien, le matinal relecture de la loi organique numéro 92-010 du 16 juillet 1992. Voici le nouveau visage du CES, les syndicats définitivement écartés. Oui, j'ai vu ça. J'ai lu un peu même un article sur la nouvelle configuration du CES et j'ai vu qu'on aura des coordonnateurs, on aura des présidents de je sais quoi, de chaque corps de métier. On a pu voir qu'il y a des gens qui seront nommés par le président de la République et des membres qui seront nommés par le président de la République, des membres qui seront nommés par l'Assemblée nationale. On a pu voir que les artisans seront présentés, le secteur culturel sera présenté. Mais malheureusement, que les syndicalistes ont été définitivement écartés. Bon, de toute façon, je crois que, comme je l'ai dit, chaque gouvernement vient avec sa manière de faire les choses, sa politique. Est-ce que dans les autres pays, les syndicats sont écartés des conseils économiques et sociaux dans une certaine mesure? Donc, on attend de voir. Il faut attendre de voir si on doit checker ça. Peut-être que dans la journée, je me ferai le devoir de checker ça pour voir si dans les autres pays, il y a des pays dans lesquels on a enlevé les syndicalistes. Toujours est-il que quand on regarde le Conseil économique et social au plan international et quand on regarde la configuration dans certains pays, dans les pays, les configurations reflètent ce qui se passe au plan international en réalité. Maintenant, est-ce que c'est maintenant qu'on a, si ce qui est fait maintenant répond aux normes internationales, je n'en sais rien pour juger. Mais toujours est-il que moi je pense, et c'est de ma petite position que je le dis, on a tout fait de dire qu'il y a les agriculteurs qui sont la chambre présidente de la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, on a tout fait de dire que tous ceux-là sont membres du Conseil économique et social. On me dira que oui, ils répondent valablement au nom des travailleurs, d'accord, mais attention. Le problème, c'est que un cadre ou un président d'une chambre de métier ou d'un corps de métier qu'on propose pour siéger, parce qu'il y aura au plan départemental déjà, il y aura des équipes au plan départemental et au plan national. Donc,
les travailleurs sont les seuls, en tout cas les syndicalistes sont les seuls qui arrivent parfois à maintenir, en tout cas la dynamique de revendiquer les conditions de travail, les meilleures conditions de travail et de vie pour les travailleurs. Et d'ailleurs, c'est eux qui connaissent le mieux les réalités du terrain. Et c'est eux qui doivent pouvoir parler au nom des travailleurs. Tous ceux qui seront désignés au plan départemental et autres là, les gens vous allez voir que ça va être des choix politiques parce que tel courant politique qui est au pouvoir s'arrangera pour que ce soit exclusivement ces membres qui soient représentés dans ces instances-là. C'est le danger qui nous guette en réalité. Donc si on fait tout ça, je ne leur fais aucun procès en la matière, mais si on fait tout ça, faisons l'effort de mettre au moins des syndicalistes dedans qui au moins parleront un discours autre que ce que les politiques ou bien ce que les représentants des politiques vont dire là-bas. C'est bien dommage. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner. C'est vrai que la loi est votée, le chef de l'État certainement va promulguer. D'abord, ils vont vérifier la constitutionnalité ou non. Je ne sais pas si Dorothée Sousa et son équipe vont rejeter ça purement et simplement. Wait and see. Si Dorothée Sousa et son équipe ne rejettent pas, c'est que Patrice Talon va promulguer. Voilà. Les travailleurs vont en souffrir, mais ne pourront rien faire, malheureusement. C'est une formule que vous aimez, enfin que vous affectionnez, apparemment. Oui, mais vous savez, est-ce que vous pensez oui. que les syndicalistes ont des éléments maintenant, des moyens maintenant de revendiquer, de riposter? On va poursuivre avec le décryptage info. Laurent Roland Tonekes, produits agricoles, l'ananas béninois épinglé en France pour excès de pesticides. Et au quotidien de s'interroger de la contamination chimique et du pesticide dans les plats au Bénin. Urgence d'une véritable chaîne de contrôle et de respect des normes alimentaires. Malheureusement, ce que nous consommons au Bénin, il n'y a pas de contrôle pour autant. Malheureusement, le ministère de l'Agriculture, est-ce que le ministère de l'Agriculture fait des contrôles au niveau des producteurs, notamment au niveau des maraîchers, au niveau des producteurs d'ananas et autres? Je ne sais pas. Il fallu maintenant qu'on constate qu'il y a ce contrôle qui a été fait en France et que notre ananas, la polémique a quitté là-bas, comme quoi notre ananas, il y a trop de pesticides, le taux est élevé. Cela suppose que... C'est inquiétant quand même comme nouvelle. Oui, très inquiétant. Et je pense que les pesticides, malheureusement, dont on parle, c'est des pesticides chimiques. Et sur la question, je pense que de ma position, je peux dire que nous avons des gens qui font des pesticides bio dans ce pays. Et quand nous savons que des choses que nous mangeons là, pourquoi on ne peut pas faire la promotion de ces personnes qui font des engrais bio, des pesticides bio dans ce pays? Et nous allons continuer à importer l'engrais sans concurrence. Il y a un monopole autour de l'engrais. Il y a un monopole autour des pesticides. J'ai pu voir quelqu'un dire que c'est la faute aux commerçants. Non, ce n'est pas la faute aux commerçants. Bon, maintenant, si on laisse les pesticides, la qualité des engrais la qualité qui est servie, la qualité des engrais est servie. Quelle est la qualité aujourd'hui? Est-ce que nous sommes à l'abri? Et puis, certaines de ces personnes consomment-elles véritablement certains produits de nos terroirs? Prennent-ils les ananas ou bien certains fruits tropicaux à la portée de tous comme ça? Ou bien ils savent très bien, il y a le marché de bio, où ils vont s'approvisionner pour manger, pour être à l'abri des problèmes de maladie, de santé. Moi, j'estime qu'aujourd'hui... Est-ce que vous sous-entendez que la population est livrée à la consommation de produits intoxiqués et qu'à contrario, une frange de la population est servie autrement? Ah, mais n'arrive pas. Je ne fais pas de la publicité. Vous quittez ici, vous allez à Erevan aujourd'hui pour acheter un produit. Vous pouvez savoir la traçabilité. Okay. Vous pouvez connaître la composition. Les élites sont ceux qui font des rangs là-bas. Malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir les moyens d'aller s'approvisionner à Erevan. Ça veut dire que vous êtes en train de répondre directement à la question que vous m'aviez posée. Oui, attendez, je n'ai pas fini. Sauf que attendez, la nuance, je vous vois venir déjà. Oui. La nuance, c'est que vous sous-entendez que c'est fait exprès. Et c'est là ma question. Je n'ai pas dit que c'est fait. Je n'ai jamais dit ça. On sait tous qu'on n'a pas les moyens pour aller s'approvisionner. C'est pour dire quoi? Le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce doit pouvoir travailler maintenant
à analyser les produits qui nous sont servis régulièrement. Okay. Parce qu'en réalité, même quand on prend un jus aujourd'hui au Bénin, on ne peut pas dire exactement quelle est la constitution de ce jus. On ne peut pas dire exactement quels sont les éléments dangereux qu'on peut retrouver dans ce jus. Par contre, quand vous allez dans certains supermarchés, en l'occurrence celui que je viens de citer, où les élites font des rangs là-bas, quand vous allez là-bas, vous allez voir les véhicules, les types de véhicules qui garent là régulièrement et qui viennent acheter. Parce que là-bas, ils sont sûrs qu'il y a une traçabilité. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre de vendre n'importe quoi. Et ils ont même la possibilité d'assigner ces supermarchés en justice si les produits ne sont pas de qualité. Encore que certains parmi eux ont la possibilité d'importer ce qu'ils doivent consommer. Okay. Donc, c'est de ça que je parle pour dire alors, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Première chose, faire en sorte que l'amendement de notre pays, qui est un label au plan international, nous travaillions à voir dans quelle mesure on peut encourager ceux qui font de l'engrais bio au Bénin, pour que ce soit l'engrais bio qui soit utilisé pour la production de l'ananas. À Alada, il y a des gens qui utilisent uniquement l'engrais bio et qui ont un très bon rendement. C'est à vérifier, ils peuvent aller vérifier. Et d'ailleurs, même le ministre de l'Agriculture, je ne lui apprends rien parce qu'il est descendu à plusieurs reprises à Alada. Je sais qu'il visite même des gens qui font l'engrais bio à Alada. Il les connaît mieux que moi. Le chef de l'État même a reçu l'un des jeunes qui produit l'engrais bio à Alada en 2018 parce que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie était au Bénin, parce qu'il avait reçu le prix du jeune entrepreneur de la francophonie. Et le chef l'avait reçu en audience à la présidence. Donc, les exemples pour faire l'engrais bio, ça existe dans notre pays. Il faut encourager ces personnes-là. On peut prendre de l'engrais chimique pour faire le coton et autres, là, mais ce que nous devons manger, tout ça, les maraîchers, il faut encourager les gens à utiliser les engrais bio qui nous, en tout cas, garantissent une bonne santé. Parce que quand vous allez au niveau du Rouillon, au niveau des différents maraîchers au Bénin, qu'est-ce que vous constatez? C'est l'engrais chimique. Et les gens mettent tellement de quantité dans la terre pour pouvoir avoir un rendement, un bon rendement. Et parfois, ils mettent des pesticides. Peut-être ils mettent des pesticides aujourd'hui et demain, vous venez acheter des légumes. Peut-être vous prenez, c'est de la salade. La salade se mange crue. On ne prépare pas ça. Mais la personne, vous voyez, la personne mettre de la pesticide, en tout cas, déçu aujourd'hui. Et puis demain, vous venez le matin pour acheter, il ne vous dit pas qu'il a mis pesticide. Lui veut vendre, il vous vend ça. Mais vous rentrez, vous ne l'avez pas peut-être bien, vous mangez. Tout ça vous crée des maladies, le cancer et autres. Aujourd'hui, il y a un fort taux de cancer de l'utérus, cancer de la gorge, cancer du rein, je ne sais quoi. Il y en a un peu de tout. Et ça, c'est les origines, les sources, parfois, c'est ce que nous consommons. Moi, je pense qu'on peut revoir ce système-là pour que demain, on ne revienne pas à dire encore, parce que d'autres pays produisent aussi l'ananas. Bien sûr. Et si ça commence comme ça, ce n'est pas bon pour notre label. Allez, on parlait donc de produits agricoles, de là à parler d'alimentation. Je pense que le lien est vite fait. Et d'éducation aussi, pourquoi pas avec le chasseur Info Laurent, qui écrit ce matin, mise en place des cantines scolaires au Bénin, recul du taux de décrochage de 4% au primaire. Oui, bon, je crois que... Évidemment, d'autres choses sont mises en lumière dans cet article, mais on s'en tient au titre. Non, je crois que s'il y a il y a quelque chose à apprécier, l'une des choses à apprécier pour ce gouvernement, c'est les résultats obtenus au niveau de l'enseignement primaire, notamment avec l'arrivée des cantines scolaires. Ça existait, il faut avouer que ça existait. Ça a été renforcé sous Patrice Talon, vraiment très bien renforcé d'ailleurs, parce que beaucoup de zones maintenant sont couvertes par les cantines scolaires. Et aujourd'hui, on constate que les enfants sont de plus en plus maintenus à l'école. Les enfants avant, dans certaines régions, vous avez l'enfant à l'école le matin jusqu'à 10h. À 10h, il dit qu'il va rentrer pour manger. Il rentre, il ne revient plus. Il ne revient plus. Et parfois, c'est le papa qui est au champ qui lui dit de venir, il va au champ, on lui met un manioc dans du feu, là, il mange ça, il boit de l'eau, il commence pas ça avec le papa. Votre école, là, bon, on met ça au calendrier grec. Donc, aujourd'hui, avec les cantines scolaires, plus ou moins, les enfants sont maintenus à l'école. Donc, oui, c'est à saluer. Le décrochage au niveau primaire, on constate que de plus en plus, il y a des enfants qui sont maintenus à l'école. Il faut apprécier ça, il faut encourager cela et profiter, remercier le gouvernement, mais remercier également tous les partenaires qui ont accompagné le gouvernement dans cette vision. J'ai pu voir il y a quelques jours que sur le plan des cantines scolaires, le Bénin est premier, je ne sais pas si c'est au plan mondial, j'ai pu lire quelque chose comme ça. Oui, si les efforts sont faits, on a toujours les résultats. Voilà. Si d'autres personnes qui ont été à l'école avec nous, peut-être à un moment donné, s'ils avaient peut-être eu cette chance à un moment donné, ils seraient des cadres. Et aujourd'hui,
on pourrait les voir dans l'administration, on pourrait les voir chefs d'entreprise et autres là. Mais ça a manqué à un moment donné et beaucoup parmi eux ont été obligés de continuer le champ avec leurs parents. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Hein. Au-delà de tout, la terre nourrit toujours son homme et la terre ne ment jamais. La terre nourrit son homme, les cantines scolaires préparent aussi, aident aussi certains directeurs d'école à préparer leur retraite selon le Chasseur Info. Nous sommes à Savalou notamment. Ça fait partie des éléments mis en lumière. Non, je crois qu'il y a des... Parce que tout n'est pas rose, en fait. Oui, non, il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses dans certaines communautés qui profitent de ce qu'on doit donner aux enfants. C'est ça. Qui font à leur manière, qui détournent les vues des enfants. Ce qui n'est pas bien. On peut préparer sa retraite tranquillement. Et je dis aux gens... ouvrir une petite boutique peut-être. Attention, oui, ouvrir une boutique pour leurs épouses pour vendre du riz, les enfants. De l'huile végétale. Mais je pense de l'huile végétale. Moi, je pense que vous finissez, vous êtes en fonction, en tout cas enseignant jusqu'à 29, 20, 30 ans de service. Vous voulez la retraite dans quelques mois et c'est un sac de riz qui va salir votre crédibilité, votre dignité. C'est ça. Évitez ces choses-là. Évitez au maximum ces choses-là parce qu'après, on met votre nom dans une liste qui circule un peu partout et on va voir vos enfants le laisser pour dire ton papa a volé du sac de riz. Il a volé du maïs, il a volé kilos de haricots ou bien des bidons d'huile. Ce n'est pas bien. Moi, je pense que les gens doivent pouvoir faire l'effort de se contenter de ce qu'ils ont. Parce qu'à trop vouloir être ambitieux et à vouloir mettre la main dans ce qui appartient aux autres là, après, les conséquences, ce n'est pas pour vous seul. Hein. Vous volez un sac de riz aujourd'hui, on vous arrête, on vous suspend et on partage. C'est-à-dire que le gouvernement va communiquer tellement sur votre nom qu'ils vont trouver une occasion pour dire, mais nous faisons bien, voilà quelqu'un qui est contre notre... Pour vous dire aux communautés, voilà quelqu'un qui est contre vous. En fait, la solution que vous trouvez, on vous oppose à la communauté vous prend déjà pour une mauvaise personne. Votre épouse va se sentir comment quand elle sort dans la communauté? Vos enfants vont se sentir comment? En tout cas, moi, quand je regarde ces trucs-là, chaque jour que je fais, quand je pose ça, je lui dis, mais si je pose un mauvais acte aujourd'hui, si mon épouse sort dans la rue, là, et quand on appelle mon nom à la radio, à la télé, on montre mon image là, elle se sentira comment? Mes enfants se sentiront comment? C'est vrai qu'aujourd'hui, la radio et la télé, c'est un fait, mais après, les réseaux sociaux, c'est tous les groupes. C'est un autre fait. En quelques secondes, c'est déjà plus de 10 000 groupes. C'est ça. Et vous voyez, moi, je pense que les gens doivent pouvoir tenir compte de leur famille, de leur famille. Faire attention. Élargir leur nom de famille et tenir compte de leur famille. À poser des actes. Petite famille, voilà, c'est très important. Avec fraternité, ceci, Laurent, Dr Bruno Montior, sociologue, spécialiste de la débrouille et de la déviance sur les jobs de vacances, on peut l'organiser pour sécuriser l'étudiant comme cela se fait dans les pays développés. Oui, aujourd'hui. C'est déjà les vacances. Oui, c'est déjà les vacances. D'ailleurs, permettez que je rappelle rapidement, puisqu'on parlait du primaire tout à l'heure, que les résultats du CEP sont attendus ce vendredi. Ce vendredi, voilà. Alors, oui, quand il y a vacances, vous voyez des culs d'âme afficher des papiers rames un peu partout. C'est ça. Job de vacances, 50 000 francs, 80 000 francs. Et quand les filles vont là-bas, les jeunes vont là-bas, première chose, leur première cible, c'est les jeunes filles d'abord. C'est comment faire pour coucher avec les jeunes filles qui est leur problème. Première chose. Deuxième chose, c'est comment mettre les enfants dans des bus pour aller les descendre au marché de Kouagbo et leur remettre des produits à vendre. Si tu vends pour 500, tu as 10 francs. 10 francs ou tu as 25 francs. 25 francs. Et les enfants passent sur le soleil toute une journée, ne vendent rien et rentrent comme ça. Et après ça, c'est que les filles sont comme en réalité des passe-temps pour ces personnes-là. Il faut que l'État s'intéresse à ces choses-là. La NPE est là, je crois qu'ils ont du boulot par rapport à ça. Il faut que nos enfants soient sécurisés. Et moi, c'est arrivé avec moi. Et à un moment donné, des jours de vacances, je suis allé là-bas. On m'a dit de vendre assurance, je ne dirais pas la maison d'assurance, mais fort heureusement, la maison d'assurance a été très correcte avec moi. Okay. Mais j'ai fait des choses. Mais c'est après que j'ai constaté que je devais gagner de l'argent plus que ce que on m'avait payé. Et c'est l'assurance qui m'a appelé pour me remettre un chèque. Sinon, on m'avait déjà payé pour dire, bon, je sais dire ma commission. Et c'est plus tard, un an après, que je voulais aller renouveler le contrat pour les clients. Et on m'a dit, mais c'est vous, il y a un chèque qui est ici depuis un an qui vous attend. Wow. Donc, il y a de ces structures qui emploient les jeunes et qui derrière payent des miettes aux jeunes, mais qui gagnent beaucoup d'argent. Et je crois qu'il faut vraiment maintenant commencer par travailler
à éviter ça. Ils vous disent que c'est 80 000, vous devez gagner 80 000. Après, on vous dit qu'on va vous amener à Cotonou, à Porto-Novo. On les sort, on loue un bus, minibus, on les met dedans, et on les débarque à Porto-Novo. Et puis, on les jette dans la nature comme ça. Ils se promènent. Ils reviennent le soir, ils n'ont rien vendu. Mais les filles qui sont dedans n'ont pas la paix avec ces promoteurs de structure. Il faut vraiment travailler à réorganiser ça pour protéger nos enfants. C'est très important. Merci à vous, Laurent Roland. C'est moi.